Salam alaikum. Donc, on continue nos suites de vidéos concernant le chapitre du langage algorithmique. Et je pense que ça sera la dernière vidéo dans ce chapitre-là. Donc, nous terminons par la troisième boucle. Parce qu'on avait dit qu'il y avait trois boucles, la boucle pour, la boucle tant que, et enfin, la troisième boucle, c'est la boucle répétée. Alors, c'est quoi la boucle répétée? Donc, elle permet d'exécuter plusieurs fois un bloc d'action suivant la valeur d'une condition. Le nombre de fois n'est pas forcément connu. Vous allez certainement me dire, attention monsieur, apparemment il y a une certaine erreur là, parce que c'est la définition du temps. Je vais dire non. Ce n'est pas une erreur, effectivement, elles ont la même définition, mais avec une petite différence entre les deux boucles. Alors d'abord, c'est syntaxe. La syntaxe du répété est la suivante, donc on utilise deux mots-clés, répéter jusqu'à, donc répéter le bloc d'action jusqu'à la condition. La condition, on l'a déjà vu, donc c'est une expression logique. Et le bloc d'action, c'est une suite d'actions séparées par des points-virgules. Donc la syntaxe, c'est la première différence. Donc déjà, on voit qu'elles n'ont pas la même syntaxe, donc la boucle tant que la boucle répétée n'ont pas la même syntaxe. La deuxième différence, c'est la sémantique, ça veut dire la manière d'exécution de la boucle. Alors, si on voit l'organigramme de la boucle répétée, on voit qu'il y a quand même une différence entre elle et la boucle tant que. Alors, on commence d'abord par exécuter. Or, dans la boucle tant que, on avait commencé par le test, par la condition, par l'évaluation de la condition. Ici, donc, la première étape, c'est exécuter d'abord. Exécuter une action qui contient donc le bloc d'action et une certaine action qui modifie la condition, comme pour la boucle tant que. Ensuite, après la première exécution, je vais tester la condition ou bien évaluer la condition. Maintenant, suivant sa valeur, attention là, si elle est fausse, donc si la valeur de la fonction est faux, la valeur de la condition est faux, je vais revenir à la boucle, donc aller à 1. Dans le cas où elle est vraie, je vais sortir de la boucle et continuer après la boucle. Donc la deuxième différence, c'est là. Pour la boucle tant que la condition est vraie, on exécute le bloc d'action. Là, c'est tant que, en quelque sorte, c'est tant que la condition est fausse, on exécute le bloc d'action. Donc je vais répéter ce bloc d'action jusqu'à ce que la condition devienne vraie. Une fois qu'elle devient vraie, je vais sortir de la boucle et j'arrête la boucle et je continue les actions qui se trouvent après la boucle. Donc, comme remarque, d'abord, donc, le bloc action s'exécute au moins une fois pour la boucle répétée. Or, dans la boucle tant que, il se peut que le bloc ne s'exécute jamais. Si la condition dès le départ elle est fausse, on ne va pas accéder à la boucle, donc on n'exécute jamais le bloc d'action. Par contre, dans la boucle répétée, il y a au moins une exécution. Ensuite, on modifie la condition. Si la condition devient vraie, je vais sortir. Sinon, on continue. L'initialisation de la boucle répétée n'est pas toujours obligatoire. Elle n'est pas toujours obligatoire. Pourquoi? Parce que l'action, elle est exécutée d'abord une fois. Elle est toujours exécutée une fois. Ensuite, on va modifier la condition. Donc, on n'a pas besoin, dans, je dirais, la majorité des cas, d'initialisation. Alors, quand est-ce qu'on aura vraiment besoin d'une initialisation? C'est lorsque on utilise un compteur. Ça veut dire lorsque le nombre d'itérations est connu. Et dans ce cas, je dois avoir une valeur initiale, sinon je ne peux pas modifier la condition. Parce que la modification de la condition dans ce cas, elle consiste à l'incrémentation du compteur, parce que le nombre d'itérations est connu. Enfin, donc la remarque que j'avais dit, donc la condition de la boucle répétée, c'est l'inverse de la condition du tant que. Dans le tant que, on exécute tant que c'est vrai. Par contre, dans le répété, on exécute tant que c'est faux. Et donc, la condition du tant que, c'est l'inverse de la condition du répété. Bien. Alors, si on revient à notre exemple du lancer de dés, donc la condition d'arrêt, c'était d'avoir une face égale à 1. La valeur de la face
elle est obtenue à chaque itération et introduite par la lecture, ce qui modifie la condition. Donc, comme pour le temps que, donc la solution avec le temps que, on l'a déjà vu. La voilà. Donc, on avait dit qu'on va initialiser la valeur de la face à travers une lecture. Ensuite, on initialise la note. Et tant que la face est différente de 1, on avait lu la face, la nouvelle face, et mettre à jour la note. Cette lecture permet de modifier la condition, et donc on est en train de boucler jusqu'à ce qu'on obtienne la face 1. Alors si on veut transformer cette boucle-là en boucle répétée, ça va donner ça. Donc d'abord on avait dit que l'initialisation n'est pas toujours obligatoire. Dans ce cas, on n'a pas, le nombre de répétitions n'est pas connu, donc on n'a pas besoin d'initialiser en fait, parce qu'on est obligé de faire la première lecture, au moins une lecture. Ce qu'on initialise, c'est la note à 0, parce qu'avant de commencer, il a une note nulle. Maintenant, on va lire la première phase, la première itération, on met à jour la note, ce qui revient dans la boucle donc à initialiser avec la note avec la valeur de la face. Et maintenant on va dire jusqu'à, vous voyez là, c'est l'inverse de la condition du donc, jusqu'à ce que face égale à 1. Si face égale à 1, on arrête. Donc vous voyez que lorsque le problème s'exécute au moins une fois, il est préférable d'utiliser la boucle répétée. Donc ça nous évite de faire cette initialisation, donc j'ai une action en moins, et je l'introduis à l'intérieur de la boucle. Le reste inchangé, donc à la sortie, je vais afficher la note du joueur. Voilà. Donc, est-ce qu'il est toujours possible de passer du temps que au répété? Oui. De la boucle temps que à la boucle répétée, il est toujours possible de faire le passage et inversement aussi. Donc, je peux passer de la boucle répétée vers la boucle temps que. Sauf que parfois, on a besoin d'ajouter quelques conditions ou bien quelques actions pour faire ce passage ou bien ce changement, tel qu'on l'a vu pour la boucle, pour le calcul de la note du joueur. Donc on avait éliminé l'action de lecture avant la boucle tant que et on l'a mise à l'intérieur. Donc c'est ce type de changement qu'on doit faire pour faire le passage du tant que au répété et inversement. Et de la boucle pour à la boucle répétée, ça c'est comme le tant que, donc toute boucle pour peut être transformée en boucle répétée. Par contre, l'inverse n'est pas toujours possible, bien sûr, vous le savez maintenant, c'est qu'on doit savoir, on doit avoir le nombre d'itérations. Alors, une récap concernant ce passage entre les boucles. Donc, la boucle pour, elle est utilisée dans le cas où le nombre d'itérations est connu. S'il n'est pas connu, impossible d'utiliser la boucle pour. La boucle pour tant que et la boucle répétée, elles peuvent être utilisées dans tous les cas. C'est-à-dire, ou bien que le 1 est connu, ou bien qu'il n'est pas connu, je peux toujours utiliser la boucle tant que ou bien la boucle pour, plutôt la boucle répétée. Bon, lorsque on a dans notre problème au moins une exécution, il est préférable d'utiliser la boucle répétée parce qu'elle est plus adaptée à ce type de problème. Le passage d'une boucle à l'autre. Alors, de la boucle pour vers la boucle tant que, il est toujours possible. De la boucle pour à la boucle répétée, c'est toujours possible. Du tant que au pour, il faut avoir le nombre d'itérations. Il doit être connu. La même chose, de répéter à pour, je dois avoir le nombre d'itérations connu. Maintenant, de la boucle pour à la boucle tant que, en général, donc, on peut faire le passage avec quelques changements, mais c'est faisable. Ça veut dire qu'on peut toujours passer du tant que au répété ou bien du répété vers le tant que. Exemple. Si on reprend l'exemple de la somme des n entiers, ça veut dire passer de 1 à n et à chaque fois je vais sommer un élément que je dois lire à partir du clavier. Donc on a vu la solution avec un pour, on a vu la traduction en tant que, maintenant on peut le faire avec répété. Donc avec répété, la première partie de l'algorithme ne change pas, la déclaration des variables, la lecture de 1, l'initialisation de la somme. Maintenant c'est au niveau de la boucle, donc c'est la boucle pour qui sera transformée
en boucle répétée. Donc là, I reçoit 1 sera équivalent à l'initialisation. Il a dit que répéter, elle a besoin d'une initialisation lorsque le nombre d'itérations est connu. Ça veut dire que je dois avoir la valeur du départ du compteur. Donc, ça va être l'initialisation du répété. Il reçoit 1. Ensuite, AN, ça veut dire que je vais aller jusqu'à ce que I soit supérieur à 1. Je m'arrête. S'il est inférieur ou égal, j'exécute. Donc, la condition, c'est la négation. Ça veut dire que je dois avoir un répété jusqu'à ce que I devienne supérieur à N. Alors, avec un tant que, on avait dit tant que I est inférieur ou égal à N. Et donc, la négation, c'est I supérieur à N. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est en train de boucler sur ces actions-là. La lecture et le cumul de la somme. Lire A et S reçoit S plus 1. Là aussi, donc, vous voyez que la condition contient deux objets, deux termes, I et N, qui n'apparaissent ni dans la lecture, ni dans la partie gauche de l'affectation. Donc, pour changer cette condition-là, pour modifier cette condition-là, il faut faire intervenir l'un des deux objets. Le N, il ne peut pas changer parce que c'est le nombre donné au départ. Donc, on va intervenir sur le I. Donc, on a vu que pour le I et pour la boucle pour le I s'incrémente d'une manière implicite. Dans ce cas, donc, comme pour la boucle donc, je dois l'écrire explicitement. Donc, c'est l'utilisateur qui doit modifier la valeur de I. Et c'est pour ça qu'il fallait initialiser le I. Parce que si je fais l'incrémentation, il faut avoir une valeur initiale de I que je dois mettre, bien sûr, avant de répéter. Donc, voilà le passage d'une boucle pour à une boucle répétée. Le reste, bien sûr, après la boucle ne change pas. Bon, un petit exercice là pour revoir la boucle répétée. Donc, on demande d'écrire un algorithme qui permet à l'utilisateur de saisir une suite de caractères se terminant par étoile et qui affiche à la fin le nombre d'apparitions de la lettre A majuscule. Alors, la solution. Alors, dans ce problème, l'utilisateur va saisir plusieurs fois le caractère. Plusieurs fois, mais le nombre il n'est pas connu. Donc, le nombre de caractères à saisir n'est pas connu. La chose qu'on connaît, c'est que la saisie va se terminer lorsqu'il introduit le caractère étoile. Mais combien il va introduire, on ne connaît pas. Donc, il y a une boucle sur la saisie déjà. Donc, puisqu'il va saisir plusieurs fois, donc on va boucler sur la saisie. Quelle boucle utiliser? Alors, le nombre de caractères est inconnu, donc on ne peut pas utiliser la boucle pour. Donc, on a le choix entre le tant que et le répéter. Bien. Alors, que va-t-on prendre? Est-ce que tant que ou bien répéter? Les deux sont possibles. Sauf que là, l'utilisateur va saisir au moins un caractère. Au pire des cas, il va saisir étoile pour dire que j'ai terminé la saisie. Donc, on a au moins un caractère à saisir. Et donc, puisqu'on a au moins un caractère à saisir, donc il y a au moins une exécution. Donc, la meilleure solution, c'est d'utiliser le répéter. Alors, pour les variables qu'on va utiliser, donc on a besoin d'une variable, par exemple, je vais la nommer CH, de type caractère, qui va nous servir à lire les différents caractères saisis. On aura besoin aussi d'une variable entière, donc j'ai appelé ici MBA, c'est le nombre d'apparitions de la lettre A. Et j'avais dit qu'il vaut mieux choisir des identificateurs qui reflètent à peu près leur sens. Je veux compter le nombre d'apparitions, donc je l'appelle MBA. Et voilà l'algorithme. Donc, je donne le nom de l'algorithme, un nom quelconque, par exemple ici apparition. Je déclare mes variables, donc j'ai une variable CH de type caractère et une variable MBA du type entier pour compter le nombre d'apparitions. Donc, au départ, j'initialise le nombre d'apparitions à 0, donc je compte qu'il n'y a aucun A dans la saisie, donc je suppose qu'il n'y a aucun A, c'est une hypothèse. Ensuite, puisque je vais utiliser la boucle répétée, donc je dois répéter un ensemble d'actions. La condition d'arrêt, c'est quoi? C'est que le caractère saisi, c'est-à-dire le CH, est égal à étoile. Donc, je vais répéter quoi? Répéter la lecture de CH. À chaque fois, je vais lire, donc saisir un caractère.
Et je m'arrête lorsque ce CH-là devient égal à étoile. Donc voilà ma boucle. Répétez la saisie, donc la lecture de CH, jusqu'à ce que CH, donc ce que je viens de saisir, soit égal à étoile. Bien. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant aussi, en plus de la saisie? On a un certain traitement à faire sur le caractère saisi. C'est que je vais compter son nombre d'apparitions si le caractère est égal à A. Donc là, j'ai un test. J'ai une condition. Si le caractère saisi est égal à A majuscule, je vais prendre un cumul. Donc je vais l'ajouter, au nombre d'apparitions. Donc là, on a vu le test, les structures de test. Donc c'est ainsi. Donc je vais dire si CH est égal à A, alors un BA reçoit un BA plus 1. J'incrémente. Je vais ajouter 1. Ça veut dire que j'ai trouvé un caractère A. Fin de si. Alors, petite remarque là, donc on a dit que les constantes caractères doivent se mettre entre cotes. Parce que si je mets CH égal à A, ça veut dire que je vais tester l'égalité entre le contenu de deux identificateurs. Par contre, là, je vais comparer par rapport à une constante caractère de type A. Là aussi, vous voyez que jusqu'à, je mets l'étoile entre cotes. Donc, toutes les constantes caractères doivent se mettre entre cotes. Bien. Alors, lorsque je sors de la boucle maintenant, j'ai le nombre d'apparitions dans la variable A, ou bien dans l'objet A. Je n'ai qu'à écrire donc le nombre d'apparitions de A et un BA. Est-ce que je peux utiliser la boucle tant que? Bien sûr, on a dit que je peux toujours passer du répété au tant que. Donc on va le voir pour voir justement quelles sont les modifications à faire pour passer d'une boucle répétée à une boucle tant que. Donc la solution avec un tant que, je garde toujours le nom de l'algorithme, les mêmes variables. J'initialise mon nombre d'apparitions à 0. Alors, je vais commencer donc, tant que CH est différent de étoile. C'est l'inverse du répété. Répéter jusqu'à CH égale étoile. Là, je vais dire tant que CH est différent de étoile. Qu'est-ce que je vais faire? Le même traitement. Donc, je vais lire un caractère, donc saisir un caractère. Si ce caractère-là est égal à A, je vais l'incrémenter. Bien. Mais vous voyez là que si je dis tant que CH est différent de étoile, quelle est la valeur de CH au départ? On n'a aucune valeur. Donc le premier changement à faire, si je veux passer de la boucle répétée à la boucle tant que, c'est que je dois avoir une certaine valeur au départ. Parce que je boucle, donc tant que CH est différent de étoile, je fais le traitement, c'est ok, c'est bien, mais la première itération, le problème se trouve la première itération, CH n'est pas connu. Donc, on doit l'initialiser. Donc, on doit initialiser à une certaine valeur. Quelle est la valeur initiale de CH? Il faut que je saisisse certains caractères. Donc, quelle que soit la valeur donnée ici à CH autre que étoile, me permet d'accéder à la boucle. Donc, je peux donner n'importe quelle valeur. Par exemple, X. X, C, A, Z, 0, 1, n'importe quelle valeur qui me permet d'accéder à la boucle pour faire justement au moins une saisie. Celle qui a été d'une manière automatique dans la boucle répétée. Donc, je dois ajouter cette affectation-là, cette action qui me permet d'accéder à la boucle. L'essentiel, c'est que la valeur de CH, la première valeur de CH, soit différente de étoile pour permettre l'accès à la boucle. Et enfin, donc, je vais afficher le nombre. Bon. On peut trouver une deuxième solution, meilleure d'ailleurs, que celle-là, parce que là, ça me gêne d'initialiser CH à n'importe quelle valeur. Je vais dire qu'une deuxième solution avec un tant que, c'est que là, au lieu d'initialiser à une valeur quelconque, je vais en profiter, là, par une lecture de la première valeur. Donc, je vais lire le premier caractère saisi en dehors de la boucle. Donc, ça permet de faire une initialisation de CH et de tester après est-ce que c'est étoile ou pas. Donc, là, je vais la changer en une lecture de CH. Bien. Mais le fait de lire le CH avant la boucle, ensuite, s'il est différent de étoile, je vais accéder à la boucle.
là vous voyez que je vais lire une deuxième fois. Or, je n'ai pas traité le premier caractère. Ce qui fait que si j'initialise avec une lecture, donc j'ai déjà une valeur, je dois la traiter avant la lecture suivante. Ce qui fait que ce traitement-là, est-ce qu'il est égal à A pour l'incrémenter, doit se faire avant la lecture. Sinon, vous allez perdre le premier caractère saisi. Donc là, je dois permuter ces actions-là. Et donc, je vais commencer d'abord par le traitement. Ensuite, je vais aller à la lecture suivante. La lecture suivante, si elle est égale à étoile, je sors. Sinon, je continue. Donc, voilà les changements à faire pour passer d'une boucle répétée à une boucle tant que. Là, on termine. Donc, on a vu pratiquement toutes les actions du langage algorithmique. On termine juste par les commentaires. Alors, c'est quoi les commentaires? Les commentaires, ce sont des messages insérés dans l'algorithme pour éclaircir quelques actions. Ça veut dire que ces commentaires-là ne sont pas des actions à exécuter. Donc, ce sont juste des messages qui servent au programmeur, à celui qui écrit l'algorithme, à comprendre le rôle de l'algorithme. Mais la machine, lorsqu'elle trouve un commentaire, donc elle ne va pas l'exécuter, elle va carrément le sauter, donc le dépasser aux actions qui viennent après. Comment est-ce que la machine va reconnaître les commentaires? Eh bien, c'est simple. Alors, la syntaxe de commentaire, on a deux types de commentaires. On a les commentaires sur une ligne et les commentaires sur plusieurs lignes. Alors, le commentaire sur une ligne, il commence toujours par un double slash. Un double slash. Donc, si la machine trouve double slash, ça veut dire que tout ce qui vient après n'est pas une action. C'est juste un message pour expliquer ce qu'on fait à cette position-là. Donc, ceci est un message sur une ligne. Les commentaires sur plusieurs lignes, donc ils commencent par étoile, slash étoile. Et donc, si la machine trouve un slash étoile, tout ce qui vient après slash étoile n'est pas exécutable, jusqu'à ce qu'elle trouve l'inverse étoile slash. Donc, tout ce qui est entre slash étoile et étoile slash, c'est un commentaire. Vous pouvez trouver aussi des fois une parenthèse étoile et étoile parenthèse. Bon, mais le plus utilisé, c'est ça. Exemple, dans l'algorithme du calcul des n entiers. Donc là, par exemple, je dis, ça c'est quoi? C'est la déclaration des variables. C'est un message sur une ligne, c'est un commentaire sur une ligne, donc je mets double slash. C'est quoi cette action-là? C'est la déclaration des variables. Lire n, donc là, je vais lire la lecture de n. Je vais expliquer que cette action-là, c'est la lecture de n. Une fois que j'ai terminé le traitement, je vais dire ce qui vient après maintenant, c'est l'affichage du résultat de la somme. Alors, vous voyez là que le commentaire est sur deux lignes, donc je l'ai mis entre étoile, slash étoile et étoile slash. Bon, là, ça paraît peut-être simple, c'est pas la peine de le dire, mais parfois, on a besoin vraiment de certains commentaires pour expliquer ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est les commentaires, c'est la dernière chose dans le langage algorithmique. Là, maintenant, on va voir un petit autre type de problème qui utilise ce qu'on a vu déjà, mais la manière de présenter les problèmes est nouvelle. Alors, si je reviens au problème du lancer de dés, alors si on suppose maintenant qu'on a plusieurs joueurs, et non pas un seul, on a plusieurs joueurs, et il s'agit d'afficher la note de chaque joueur, donc soit le n joueurs, donc on aura, donc vous avez plusieurs joueurs, donc il y a le premier joueur j égale à 1, il va jouer son tour, donc on avait vu que c'est une boucle, pour compter ou bien pour calculer sa note. Ensuite vous avez le deuxième joueur, il va faire la même chose, donc il va boucler pour avoir une note. Le joueur n, donc on passe par troisième, quatrième, ainsi de suite, jusqu'on arrive au dernier. Il va faire exactement la même chose. Donc il va jouer son jeu, et à la fin, je vais calculer son note. Donc là, vous voyez que vous avez le premier joueur, il boucle sur un jeu. Le deuxième, il boucle sur un jeu. Le troisième, il boucle sur un jeu. Mais si je vois
entre les joueurs, au fait, on est en train de boucler sur le joueur. C'est clair? Donc là, c'est le problème initial qu'on avait. Pour calculer la note d'un joueur, je boucle. Comme on a plusieurs joueurs, donc chaque joueur, il consiste à une boucle. Et maintenant, si je vois entre les joueurs eux-mêmes, je suis en train de boucler de 1 à n. La boucle des joueurs. C'est ce qu'on appelle les boucles imbriquées. Ça veut dire boucle à l'intérieur d'une boucle. Comme traitement qu'on peut en profiter pour ce type de boucle, alors déjà, comment je peux exprimer d'une manière algorithmique cette imbrication? Donc, puisque le nombre de joueurs il est connu, je peux donc utiliser la boucle pour. Bon, s'il n'est pas connu, on va utiliser deux boucles tant que, par exemple. Il n'y a aucun problème. Mais là, puisque le nombre de joueurs il est connu, donc je peux utiliser la boucle pour. Maintenant, pour la boucle pour, je vais utiliser un compteur J, par exemple, parce qu'on a dit que pour la boucle pour, j'ai toujours besoin d'un compteur. Donc là, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est le calcul de la note d'un joueur, un seul. Donc là, je demande donner la valeur, les valeurs des faces obtenues par le joueur J. Avant, c'était un joueur. Mais là, j'ai plusieurs joueurs, donc je dois préciser quel est le joueur qui va jouer maintenant. Maintenant, tout ça, c'est une boucle, c'est ce qu'on appelle une boucle interne. C'est la boucle de calcul de la note d'un joueur J. Alors, tout ça, il va être exécuté plusieurs fois pour chaque joueur J. Donc, je vais boucler sur cette boucle. Comment? Donc, je vais dire donner le nombre de joueurs. Je vais lire le nombre. Et je vais dire maintenant pour J, le compteur J des joueurs, allant de 1 à n, faire quoi? Faire un jeu. Et donc là, vous voyez que j'ai plusieurs joueurs qui jouent. Alors, cette boucle de pour, c'est ce qu'on appelle une boucle externe. Et donc, vous voyez qu'il y a une boucle en bleu à l'intérieur d'une boucle rouge. C'est exactement le même principe d'une montre à aiguille. Donc, vous voyez là que vous avez l'aiguille des secondes, l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures. Quand est-ce que l'aiguille des minutes avance d'un pas, donc d'une minute, c'est lorsque la boucle, l'aiguille des secondes, il fait une boucle de 60 secondes. Alors, lorsque le joueur fait une boucle globale, là, j'avance dans la boucle externe d'un pas, j égale à 2. Ensuite, je suis par exemple à 10h10 exact. L'aiguille des secondes, il va tourner encore une fois. Une boucle, 60 secondes. J'avance d'un pas, ça devient 11. 10h11. Les heures sont toujours sur le 10. Là, j'ai 3 boucles imbriquées. Dans cet exemple, on a 2. Donc, l'imbrication des boucles, c'est exactement ce qui se passe dans une montre. Vous avez la boucle interne, c'est les secondes. La boucle d'après, c'est les minutes. Et la boucle externe, c'est la boucle des heures. Et chaque boucle avance d'un pas lorsque la boucle interne fait toute la rotation, donc toute la boucle. Bien. Alors, si je reviens maintenant à un traitement, ça sert à quoi de boucler avec pour rien? Je vais dire qu'on va rajouter un certain traitement à ce jeu-là. C'est de déterminer quel est le vainqueur dans cette compétition. On a plusieurs joueurs qui ont participé. Qui est-ce qui a été le vainqueur? Le vainqueur, ça veut dire je dois déterminer le joueur qui a eu la note maximale. Ça veut dire qu'en plus de ce qu'on a vu là, donc ça c'est la solution sans le calcul du vainqueur. Donc on avait dit que je vais lire le nombre de joueurs et boucler sur les joueurs. Et à la fin, je dois afficher le vainqueur. Alors je dois rajouter deux variables, le numéro du vainqueur qui a eu le maximum et la note maximale qu'il a eu. Et je vais à la fin afficher le vainqueur et le joueur Jmax qui a la note Nmax. Maintenant, quelles sont les actions que je dois rajouter ici
pour pouvoir calculer justement ce maximum. Le calcul du max, on l'a vu déjà. Donc, il consiste à des comparaisons. Je vais comparer à chaque fois. Si je trouve que la valeur elle est supérieure, donc elle devient le maximum. Donc, d'abord, je dois initialiser. Je vais dire que la note maximale initialement, elle est nulle. Donc, aucun joueur n'a encore participé au jeu. Donc, la note maximale, c'est 0. Maintenant, je vais commencer le jeu. Commencer avec le premier joueur. Il a joué son rôle. Il sort avec une certaine note. OK? Maintenant, à cet emplacement-là, je dois mettre à jour le maximum. Est-ce que la note qu'a obtenue le joueur J est supérieure à la note maximale? Si elle est supérieure à la note maximale, ça veut dire qu'il devient le vainqueur momentanément avant de terminer le jeu. Donc, c'est lui qui a eu le maximum. S'il y aurait après des notes plus grandes que celle-là, je vais changer. Donc là, c'est la modification du maximum si nécessaire. Donc là, c'est ainsi, pardon, il y a eu un décalage. Donc je vais dire si la note est supérieure à Nmax, donc si elle est supérieure à Nmax, alors Nmax reçoit la note. Donc le maximum, c'est la nouvelle note. Et le numéro du joueur, Jmax, c'est le joueur J. Donc si je veux ajouter le calcul du maximum du vainqueur, donc j'initialise le maximum et je fais un traitement de calcul du max. Donc si, pardon, là j'ai dit qu'il fallait mettre le si ici, parce que si je le mets ici, ça veut dire qu'il sera compté comme étant un commentaire, donc il ne sera pas traité. Donc si la note est supérieure à max, alors donc, je mets à jour le maximum et le numéro du joueur. C'est bon? Bien. Donc on termine et on a terminé le chapitre sur le langage algorithmique. À partir de là, donc on peut traiter n'importe quel type d'exercice en informatique. Je dis bien n'importe quel type d'exercice. C'est les seules actions qu'on a dans le langage algorithmique. Ce qu'on va voir après, c'est des structures de données et on va voir après peut-être quelques trucs, les actions paramétrées qui sont en fait à la base, c'est du langage algorithmique. Donc il y a aucune nouvelle action algorithmique. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent permet de résoudre n'importe quel problème en informatique. À bientôt.